Renforcement de l'axe Moscou-Bamako, une forte délégation ministérielle est arrivée ce mercredi dans la capitale russe. Elle négociera sur place des contrats avec le partenaire russe pour l'acquisition d'hydrocarbures, d'intrants agricoles et de locomotives pour la relance du trafic ferroviaire. Nos envoyés spéciaux sont Siaka Konaté et Sidiki Balou. Le ministre de la Défense et des anciens combattants à l'école militaire de guerre du Mali, le colonel Sadio Camara, est allé rendre visite aux futurs militaires qui auront la lourde tâche de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoire nationale. Ils sont au total 20 stagiaires. La rencontre avec un aîné a constitué un véritable moment d'échange et de partage. C'était sous les yeux de notre reporter Ari Djoumatina. Le commissariat à la sécurité alimentaire veut conduire à bon port ses missions. Pour cela, il échange avec les partenaires techniques et financiers sur la bonne technique de mise en œuvre correcte du plan national de réponse en la matière. Les explications de Fousseini Tounkara dans ce journal. Nous allons rester avec nos forces de défense en recevant comme invité ce soir le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, vient nous rassurer quant à l'opérationnalisation effective de nos FAMA sur le théâtre des opérations partout sur le territoire national. Voilà pour les titres. Nous sommes mercredi 18 mai. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, jour de conseil des ministres, c'était à Koulouba ce matin, sous la présidence du président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Je reçois Ibrahima Djombélé pour la lecture du communiqué du conseil des ministres. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Nyanya. On va dire bonsoir également à notre invité que je retrouverai au cours de cette édition. Ibrahima, c'est à vous. Merci, c'est avec plaisir. Bonsoir mon général. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2017-0576 PRM du 18 juin 2017 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'état-major général des armées. B. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la direction de la justice militaire. C. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la direction centrale du service de santé des armées. La restructuration en cours des forces armées a révélé l'impérieuse nécessité de relire les textes de création, l'organe d'organisation et de fonctionnement de certaines structures, notamment l'état-major général des armées, la direction de la justice militaire et la direction centrale du service de santé des armées. Les projets de texte adoptés visent à corriger les insuffisances décelées dans l'organisation et le fonctionnement de ces structures en apportant des innovations, notamment la création de nouvelles structures adaptées pour des besoins opérationnels, la redéfinition des missions assignées à la direction de la justice militaire, la réorganisation des structures concernées, la reformulation de la dénomination de la Direction centrale des services de santé des armées, la prise en compte des prestations de services de la Direction centrale des services de santé des armées au profit du personnel non militaire. L'adoption de ces textes permet de renforcer le professionnalisme des forces armées de sécurité afin de mieux répondre aux défis sécuritaires. 2. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret portant approbation des marchés relatifs à la fourniture de 55 000 tonnes de riz importés en 3 lots, lot numéro 1 et 3, à livrer dans le magasin OPAM de Bamako et de 20 000 tonnes de riz local en 5 lots, lot numéro 5 à livrer dans le magasin OPAM de Tombouctou. Le marché du lot numéro 1, relatif à l'achat de 20 000 tonnes de riz importés à livrer dans le magasin OPAM de Bamako, est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Bachili Céréales Import-Export pour un montant, toute taxe comprise, de 6 milliards 800 millions de francs CFA et un délai d'exécution de 120 jours. Le marché lot numéro 3, relatif à l'achat de 20 000 tonnes de riz importés à livrer dans le magasin OPAM de Bamako, est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Dikine Global Service SARL pour un montant, toute taxe comprise, de 6 milliards 800 millions de francs CFA et un délai d'exécution de 120 jours.
Le marché du lot numéro 5, relatif à l'achat de 5000 tonnes de riz local à livrer dans le magasin OPAM de Tombouctou, est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société établissement d'Embaba pour un montant, toute taxe comprise, de 2 milliards 25 millions de francs CFA et un délai d'exécution de 60 jours. La conclusion de ces marchés entièrement financés par le budget national sur l'exercice budgétaire 2022 s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'anticipation du renchérissement des prix et risque de rupture de stock des produits de première nécessité. 3. Sur le rapport du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2016-04 du 12 février 2016 et régissant la pharmacie vétérinaire. Dans le cadre de la réforme de la pharmacie vétérinaire engagée en 2006, le Conseil statutaire des ministres de l'UEMOA a adopté 2 textes fondamentaux, notamment la directive numéro 7-2006 CM-UEMOA du 23 mars 2006 relatif à la pharmacie vétérinaire. À l'instar des autres pays de l'espace UEMOA, le Mali a transposé cette directive à travers l'adoption de la loi numéro 2016-04 du 12 février 2016 régissant la pharmacie vétérinaire. Le présent projet de décret est adopté pour fixer les modalités d'application de cette loi. Il précise les conditions d'ouverture et d'exploitation des établissements pharmaceutiques vétérinaires ainsi que les conditions d'importation, d'exportation, de fabrication et de distribution de médicaments vétérinaires. 4. Sur le rapport du ministre de l'Entrepreneur national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. La problématique de l'insertion des diplômés de l'école malienne en général et celle des diplômés formés en langue arabe en particulier constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités. Face au nombre croissant des diplômés formés en langue arabe, le gouvernement a mis en place un cadre institutionnel dont l'objectif est de procurer à chaque citoyen une éducation et une formation lui permettant de s'insérer dans le tissu productif et socio-économique du pays. La cellule d'appui à l'emploi et la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe aura pour mission d'entreprendre toute action appropriée visant à renforcer l'employabilité et faciliter l'insertion professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. L'adoption des présents projets de texte consacre la création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe et permet de le doter pour les 5 prochaines années en personnel nécessaire à l'exécution de sa mission. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la dénomination. Les noms des intéressés sont disponibles sur le site web du secrétariat général du gouvernement. Nous rappelons, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications 1, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à l'institution prochaine d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité. L'utilisation des techniques numériques s'avère de nos jours une impérieuse nécessité compte tenu de l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il importe de relever que l'utilisation malveillante des réseaux sociaux peut entraîner des conséquences très graves, notamment des cyberattaques, d'escroqueries, de discrédits contre les gouvernements, les entreprises et les particuliers. L'institution d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité permet de mieux encadrer l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 2. Sur le rapport du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la tenue de la 2e session du comité de pilotage du processus d'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs. Le comité de pilotage du processus d'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs a été mis en place avec pour mission d'élaborer un programme d'enseignement et d'éducation civique, morale et patriotique sur le respect des valeurs et la bonne gestion
du bien public. À l'issue d'une large écoute et de consultation des différentes catégories socio-professionnelles, personnalités, organisations, institutions, le comité d'experts a élaboré un avant-projet de programme national d'éducation aux valeurs comportant le système de valeurs à promouvoir pour la construction d'institutions de type nouveau dans la perspective du projet Malikoura de reconstruction de l'État et de la nation. Cet avant-papier de programme national d'éducation aux valeurs sera soumis pour validation au comité de pilotage. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Nana Alou Traoré. Merci beaucoup. Bonne suite du journal. Merci beaucoup Ibrahima Djomele. Merci. Nous allons donc poursuivre cette édition avec la vice-présidente de la République du Bénin en séjour depuis hier dans notre pays. Elle a été reçue cet après-midi par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Madame Mariam Chabi Talata Zimé remercie les autorités de la transition pour leur disponibilité et salue cette coopération qui existe entre nos deux pays depuis fort longtemps. Khadija Toukouni, Tchédje Kamara, reportage. C'est ce mardi que la vice-présidente de la République du Bénin est arrivée dans notre pays. Porteuse d'un message du président béninois Patrice Talon à son homologue malien Assimi Goïta, Mariam Chabi Talata Zimé est reçue par le président de la transition. Après quelques minutes d'échange, l'hôte du Mali a fortement salué les autorités de notre pays pour leur accueil chaleureux. Il a été très sensible au contenu de ce message. Il nous a fait part de sa considération pour le chef de l'État, pour le peuple béninois, de son amitié. Et nous sortons de cette audience renforcée. Renforcée parce que pourquoi? Nous avons eu au niveau du chef de l'État, Assimi Goïta, une oreille attentive. Il a été sensible au message que nous lui avons porté. Et nous rentrons de Bamako vraiment satisfaite de l'audience que nous venons d'avoir. La vice-présidente a également rappelé les liens de fraternité qui existent entre le Mali et le Bénin. Nous tenons à remercier le président Goïta et le premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur, en tout cas toutes les autorités politico-administratives de votre pays pour la marque de fraternité, de solidarité et tous les soins dont nous avons été l'objet. Le Mali, c'est un pays frère, mais c'est également un pays d'hospitalité. Nous tenons à dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre notre séjour ici agréable. Nous ne sommes pas comme chez nous ici, nous sommes chez nous. La vice-présidente béninoise achève son séjour ce jeudi dans la capitale malienne. Une visite officielle qui leur a permis de donner un coup d'accélérateur aux relations entre Bamako et Cotonou. Un mot de cette rencontre à la primature. Le chef du gouvernement a reçu cet après-midi les commerçants détaillants. Ces opérateurs économiques étaient venus exprimer leur soutien aux autorités de la transition, tout en les invitant à rester sur leur lancée. Par ailleurs, les commerçants détaillants ont évoqué certaines doléances. Il s'agit entre autres du problème de place pour les détaillants, le non-paiement des dettes auditées fournisseurs, l'approvisionnement en intrants pour assurer le succès de la campagne agricole prochaine. Et le Premier ministre, tout en remerciant ses visiteurs du jour, a demandé de consigner les doléances dans un document afin de permettre au gouvernement d'analyser et d'apporter les réponses appropriées. C'était donc cet après-midi. Et ces audiences au Conseil économique, social et culturel, d'abord une délégation du réseau des droits économiques, socio-culturels des artisans du Mali, puis celle du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès. Respectivement, il a été question de manque de formation et de financement des artisans du Mali et la situation de certains déplacés de l'intérieur. Batraouri. La crise sanitaire et l'embargo imposé au Mali par ses voisins de la sous-région ont un impact sérieux sur le secteur de l'artisanat. Les difficultés nées de cette situation sont nombreuses. Aussi, les membres du réseau des droits économiques, sociaux, culturels des artisans du Mali sont venus partager leurs préoccupations de l'heure avec le président du Conseil économique, social et culturel. Il y a le problème de formation, il y a le problème des doctorats des marchés publics.
Il y a d'autres problèmes aussi, les problèmes de financement. Donc l'artisanat est confronté avec ce problème. Donc nous sommes venus pour poser ce problème-là au Conseil économique, social et culturel pour avoir une solution afin de rendre les entreprises artisanales vraiment résilientes. Le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès RMFP est la deuxième organisation qui a échangé avec le président du Conseil économique, social et culturel du Mali. Les échanges ont porté sur les conséquences de l'esclavage par ascendance qui est pratiqué dans certaines régions du Mali, selon Marabata Diarra, le président de ce rassemblement. L'esclavage par ascendance, ça se passe à Kaï, y compris la région de Koulikoro. Donc actuellement, on a 2859 déplacés qui ont été chassés de leur propre village parce qu'ils ont refusé le statut d'esclave. Nous, on est simplement venus voir le président du Conseil économique et culturel. Nous, les 2800 personnes qui ont été chassées de leur propre village, et ils sont là, ils sont privés de leurs champs, de culture et tout ça. Et l'hivernage s'approche, ils ne peuvent pas faire labourer leurs champs. Donc, si on peut avoir des conseils ou des itinéraires qu'on peut vraiment suivre. Les responsables des deux délégations reçues ont salué la disponibilité du président Yacouba Katili. Renforcement de l'axe Moscou-Bamako. Une forte délégation ministérielle composée de 4 membres du gouvernement est arrivée ce mercredi dans la capitale russe. C'est pour négocier des contrats avec le partenaire russe pour l'acquisition d'hydrocarbures, d'intrants agricoles et de locomotives pour la relance du trafic ferroviaire. La délégation est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Les enjeux de cette visite avec nos envoyés spéciaux, Siaka Konaté, Sidiki Balo. Les relations entre le Mali et la Russie sont au beau fixe. Pour preuve, la coopération militaire entre les deux pays qui a permis l'acquisition d'équipements et de matériel pour les forces armées maliennes et de sécurité, toutes choses qui ont beaucoup contribué à la montée en puissance des FAMA Moscou et Bamako, veulent renforcer cette coopération et l'étendre à d'autres domaines, dont l'agriculture, le transport, les mines, d'où la présence dans la capitale russe d'une forte délégation conduite par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale et comprenant ses collègues en charge des transports et des infrastructures, de l'économie et des finances, des mines, de l'énergie et de l'eau. La délégation comprend également les représentants de la présidence et du Conseil national de transition CNT. Des rencontres sont prévues avec les responsables des ministères et sociétés russes concernés pour discuter des voies et moyens de renforcer les partenariats dans ces différents secteurs, notamment l'acquisition d'intrants agricoles, des blés, d'hydrocarbures, des locomotives pour la relance du trafic ferroviaire Bamako-Kaï. Déjà, la délégation ministérielle a eu une séance de travail avec le directeur adjoint de la Société des chemins de fer de Russie. L'école militaire de guerre du Mali est désormais opérationnelle et s'attelle à l'atteinte de ses missions. La première promotion de l'établissement militaire a démarré les cours depuis quelques mois. 20 stagiaires constituent ce premier lot. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a fait un tour à l'école pour voir l'évolution des choses. Je vous rappelle que l'école a pour but de former des cadres militaires qui auront la lourde tâche de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale. La rencontre avec Nini a constitué un véritable moment d'échange et de partage. C'était sous les yeux de notre reporter Ari Djoumatina. Disposant désormais d'une école militaire de guerre, il s'agit pour le Mali, à travers cette école, de continuer à former des officiers supérieurs de façon rigoureuse dans tous les aspects du métier des armes en vue de rendre davantage efficace notre armée. La première promotion de l'école de guerre du Mali a débuté les cours le 29 novembre 2021. Une occasion pour le commandement militaire de rendre visite aux stagiaires pour les encourager à relever le défi. Nos hommes ont besoin de chefs à la hauteur. Comme on le dit dans l'armée, commander, c'est prévoir. Donc nous devons avoir des cadres qui sont intellectuellement bons, capables de se projeter sur le temps long pour anticiper et préserver les intérêts de notre vieille nation. Aujourd'hui, j'ai vu un encadrement motivé que je salue ici,
avec des stagiaires qui sont à la tâche. C'est de former des cadres supérieurs, des officiers supérieurs de l'armée dans des fonctions qui les attendent pour leur deuxième partie de carrière, à savoir un milieu interarmé, un milieu multinational et un milieu de travail dans lequel ils collaboreront avec les hauts cadres de la fonction publique de l'État. Et donc globalement, l'école de guerre est destinée à cette mission-là, mais en plus elle a beaucoup d'autres vocations. La nouvelle école militaire de guerre du Mali dénote de la volonté de la hiérarchie militaire. Quant à la première promotion, elle compte 20 stagiaires, dont un personnel féminin. Voilà, place à notre invité de ce journal, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Et bonsoir, merci pour votre présence, mon général. Et nous venons tout à l'heure de suivre ensemble ce reportage sur l'école militaire de guerre du Mali. Nous avons vu, compris les tâches qui les attendent, notamment la lutte contre le terrorisme. Justement, où en sommes-nous, mon général, dans le maillage de notre territoire aujourd'hui, suite au retrait du Mali du G5 Sahel? Comme beaucoup de Maliens, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que peut-il avoir un impact ce retrait sur les opérations de lutte contre le terrorisme, mon général? Bonsoir madame, ce soir je suis ici au nom de la haute hiérarchie militaire pour édifier nos compatriotes sur le retrait du Mali du G5 Sahel, et dit retrait qui a fait objet de beaucoup d'interprétations. Donc mes propos s'articuleront autour de la force conjointe du G5 Sahel, qui est notre domaine de prédilection. Donc avant d'évoquer les impacts opérationnels sur nos opérations, je voudrais d'abord donner une configuration du déploiement du dispositif du G5 Sahel sur le territoire malien. Il s'agit premièrement d'un PC, le PC du G5 Sahel qui se trouve ici à Bamako, au niveau de la zone aéroportière. Et deuxièmement, il y a le dispositif qui se trouve le long de la frontière mauritanienne, y compris nos emprises qui sont à Nampala et Gomakura. Et le troisième dispositif, c'est le dispositif qui se trouve le long de la frontière avec le Burkina Faso et la zone des trois frontières, y compris nos emprises qui sont à Tessit et puis Boulikessi. Oui. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, les impacts opérationnels d'ordre général, ça va bouleverser certainement l'esprit qui a prévalu à la création du G5. Il s'agit de la mutualisation des ressources et des moyens des pays effectivement du G5 Sahel. Ça, c'est le premier impact d'ordre général. Deuxièmement, il y aura une discontinuité dans le prolongement géographique de la bande sahélo-saharienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, au niveau de nos forces, je dirais que les impacts sont faibles, parce que premièrement, les forces qui sont concernées déjà sont des forces maliennes qui étaient sous commandement de la FGG5 Sahel. Et avec ce retrait, ces forces retombent sous notre commandement malien, sous le commandement malien. Et voilà. Deuxièmement, le soutien logistique était assuré à 98% par le gouvernement malien. Tout ce qui concerne l'alimentation, les véhicules, tout ce qui s'ensuit était assuré déjà par le gouvernement malien. Donc à ce niveau, il y a vraiment peu d'impact. Et je dirais d'ailleurs que le peu de soutien additionnel qui était assuré par la force du G5 Sahel a été déjà suspendu depuis un certain temps, pour des raisons obscures que nous ne savons pas. Et donc ce soutien additionnel, déjà le dernier soutien additionnel, les femmes n'en ont même pas déjà bénéficié. Donc d'une manière générale, moi je dirais que ça a peu d'impact vraiment sur la conduite de nos opérations. Alors, si je vous comprends, d'après vos explications, tout était sous commandement malien. Quel bilan peut-on donc tirer de la présence du G5 Sahel ici dans notre pays depuis 2014 à nos jours, mon général? Effectivement, c'est une question qui est régulièrement posée et l'opérationnalisation de cette force conjointe a toujours été des sujets qui ont été régulièrement évoqués à tous les niveaux. Oui. Et aujourd'hui,
cette opération a fortement, les insuffisances qui ont été constatées dans cette opération a fortement influé sur le bilan. Le bilan, que ce soit le bilan tactique ou bien les dividendes vraiment des succès que cette opération devait avoir sur nos populations. Donc moi je trouve que le bilan aujourd'hui est jugé vraiment à minima. Oui, à minima. Ok, alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives après ce retrait? Renforcement des acquis, vous allez continuer sur la même donne? Comment ça va se passer? Bon, les perspectives, nous restons optimistes. Effectivement, comme d'habitude, il y a des situations qui tombent, nous avons des capacités d'adaptation, on n'a pas d'autre choix. Le premier point, c'est que la lutte contre le terrorisme va continuer. Et ce retrait aussi nous pousse devant nos responsabilités, pour que nous puissions vraiment, dans la lancée sur laquelle nous sommes, travailler à avoir notre propre autonomie. Oui. Donc le troisième point, c'est que ça va nous renforcer le cadre bilatéral. Le communiqué a été clair, il a été clairement dit que les relations bilatérales vont continuer, nous allons continuer. Dans ce sens, on a déjà des expériences avec les pays voisins, notamment le Burkina, certaines opérations que nous avons menées ensemble, l'opération Capidou, l'opération Tourbillon Vert. Et du côté mauritanien, le long de la frontière, nous conduisons régulièrement des opérations transfrontalières à ce niveau. Donc le quatrième point maintenant, c'est les modalités d'exécution de ce retrait. Et hier déjà, j'ai rencontré le général qui commande la FCG G5 Sahel, la force conjointe, et nous avons beaucoup discuté par rapport à comment mettre en œuvre ce retrait. Donc certainement, il attend des instructions de la présidence tchadienne et puis éventuellement de la commission de la FCG à partir de la Mauritanie. Ok, merci mon général. Alors hier dans nos éditions, nous avons interrogé les Maliens, les civils maliens par rapport à ce retrait. La plupart des intervenants ont salué ce retrait-là. Mais pour les rassurer encore davantage, mon général, que dites-vous aux Maliens sur le plan civil pour aider nos FAMA à atteindre leurs objectifs? Que dites-vous ce soir à ces Maliens, à ces civils-là? Moi, je voudrais rappeler, je voudrais rassurer nos compatriotes que la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, les FAMA sont au devant. Et la dynamique qui est en cours va continuer. Et ce retrait, je trouve que n'impactera pas durement vraiment ce que nous sommes en train de faire déjà. Il s'agit de prendre en compte les emprises qui étaient sous le commandement de la FCG G5 Sahel. Et ces emprises étaient déjà intégrées dans notre système, dans notre chaîne de commandement déjà. Et donc, la partie la plus difficile, c'était le soutien logistique. Mais à ce niveau, déjà, 98% de ce soutien est déjà assuré par le Mali. Donc moi, je ne vois pas réellement d'impact majeur par rapport à ce retrait. Voilà, le général nous rassure. Actualité oblige, une dernière question, mon général. Après le communiqué du gouvernement sur le coup d'État avorté, des officiers généraux ont été interpellés. Est-ce une coïncidence où les deux se retrouvent, mon général? Merci beaucoup, madame, pour cette question, effectivement, à laquelle je suis obligé de répondre. Je vais répondre. Je voudrais d'abord peut-être rectifier par rapport à la déstabilisation. Il n'y a pas de généraux qui soient impliqués dans ça pour le moment, contrairement à ce qui est dit. Oui. Effectivement aussi, je voudrais rectifier qu'il n'y a pas un élément de la CEMA. Ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, il y a un élément de la CEMA qui est impliqué dedans. Non, pour le moment, c'est un groupe d'officiers, comme ça a été dit, et effectivement, qui était impliqué dans cette déstabilisation. Et je voudrais dire que c'est juste une coïncidence. Ces deux événements, que ce soit ce groupe d'officiers qui était impliqué dans la déstabilisation et l'interpellation de certains généraux et certains officiers supérieurs dans le cadre des enquêtes sur la lutte contre la corruption relative à la loi de programmation militaire. Donc c'est deux événements complètement différents, mais bon, ça s'est passé au même moment, donc sinon vraiment c'est pas quelque chose qui était planifié ou bien c'est juste une coïncidence. Et je voudrais profiter pour rappeler que contrairement à ce qui s'est dit, ce n'est pas une purge au niveau de l'armée. Il y a ce qui est dit, si certaines antennes, ce n'est pas ça. Oui. Et je voudrais dire aussi que cet échec de déstabilisation renforce davantage notre conviction que ce que nous sommes en train de faire au sein des forces armées de sécurité, la cohésion, l'unité, la solidarité entre les forces, dans une chaîne de commandement unie et unifiée, a porté fruit. Parce que si ce n'était pas ça, les gens qui ont été contactés seraient entraînés dans ça. Donc, la démarche sur laquelle nous sommes aujourd'hui, d'unifier les forces armées maliennes pour
pour aller vraiment dans ce que nous sommes en train de faire, la défense du territoire national, vraiment est aujourd'hui une réussite. Alors, pour taire les rumeurs, est-ce que le public aura droit aura toute la lumière sur ce groupuscule-là, en général? Bon, pour le moment, les enquêtes sont en cours. Certainement, là, maintenant, ça nous dépasse. Les enquêtes sont en cours. Oui. Et ceux qui sont impliqués dedans, certainement, la justice, à un certain moment, donnera peut-être s'il y a lieu de communiquer dessus. Donc, je voudrais profiter aussi pour dire qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est dit, la priorité des forces armées et de sécurité aujourd'hui, il s'agit de préparer nos forces, de nous former et de lutter contre le terrorisme. Oui. Et aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas qu'on se laisse divertir. Notre priorité aujourd'hui, c'est de défendre le territoire national, la protection des personnes et de leurs biens. Sinon, tout le reste, vraiment, c'est des actions de divertissement pour nous. Okay. De rester unis derrière Mofama, c'est ça le message. Merci beaucoup, mon général, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez l'invité de ce journal, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. La suite de ce journal, les acteurs étatiques de la sécurité alimentaire et les partenaires techniques et financiers se concertent. C'est à la faveur d'une réunion extraordinaire de la commission mixte de concertation État-PTF. Il s'agit pour le commissariat à la sécurité alimentaire et ses collaborateurs d'échanger sur les problèmes qui peuvent entraver la mise en œuvre correcte du plan national de réponse. Fousseini Tougara, reportage. Le plan national de réponse est au centre de cette réunion. Elle regroupe les acteurs étatiques de la sécurité alimentaire et les partenaires techniques et financiers siégeant dans la commission mixte de concertation État-PTF. Ensemble, ils échangent et partagent les informations autour du système de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il est à préciser que la présente session se tient dans un contexte alimentaire et nutritionnel globalement difficile pour l'ensemble du Mali. En effet, la campagne agro-silvopastorale 2021-2022 a débouché sur une crise alimentaire et nutritionnelle de grande ampleur, découlant de la conjugaison de plusieurs facteurs, comme entre autres la répétition des chocs biophysiques et agroclimatiques, la hausse des prix des produits de première nécessité sur les marchés internationaux, nationaux, régionaux et locaux, l'insécurité physique, les sanctions économiques, la guerre en Ukraine et j'en passe. Vu tous ces aspects, il urge donc de fédérer les efforts afin que chaque partie apporte son idée au plan national de réponse. Pour mieux accompagner le plan national de réponse, nous signalons la nécessité, tout d'abord, de renforcer la coordination entre les différents acteurs pour une couverture géographique continue, une couverture de tout le territoire malien et de le faire en répartissant justement nos rapports sur tout ce territoire. 2. Mobiliser l'ensemble des acteurs pour une réponse plus importante, plus massive, afin de traiter de manière adéquate toutes les urgences alimentaires. 3. Soutenir la campagne agricole qui va démarrer avec des intrants adaptés. 4. Plaider pour que les différents acteurs nationaux et internationaux réunis ici aujourd'hui financent des réponses structurantes. Pour faciliter les échanges entre les acteurs, le commissaire à la sécurité alimentaire a exposé la prévision du plan national de réponse 2022. Le plan national de réponse 2022 a prévu une assistance alimentaire gratuite évaluée à 64 000 tonnes de céréales pour 1 841 067 personnes en crise et des appuis pour la restauration de leur capital productif pour près de 3 millions de personnes vulnérables. Sur cette projection, le CSA dispose de ressources, budget national et primes payées par l'assurance ARC pour l'acquisition en cours, le transport et le ciblage de 30 000 tonnes. Cette projection laisse paraître un gap de 34 000 tonnes de céréales et un gap financier d'une valeur de 18,5 milliards de francs CFA à rechercher. Le Mali est reconnaissant envers ses amis, surtout en cette période difficile de son existence. Voilà pourquoi, au nom des plus hautes autorités, le commissaire à la sécurité alimentaire a remercié vivement les partenaires qui ont tenu à être à cette rencontre.
Le ministre du Développement rural a lancé ce mardi à Bamako les travaux de l'atelier sous-régional du projet de recherche et innovation pour les systèmes agro-pastoraux productifs, résilients et sains en Afrique de l'Ouest, PRISMA. La zone d'intervention du projet concerne les pays sahéliens, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Agibou Koulibaly pour plus de détails. L'élevage joue un rôle central dans l'économie des pays ouest-africains. Il constitue également une des principales activités économiques dont sont dépendantes les populations les plus pauvres en tant que source d'aliments et de revenus. Toutefois, ce potentiel en production animale dont recèle la région demeure encore faiblement valorisé. Le projet de recherche et innovation pour des systèmes agro-pastoraux productifs résilients et sains en Afrique de l'Ouest, PRISMA, qui vient d'être lancé à Bamako, permettra de contribuer à l'amélioration de la disponibilité et l'accès aux ressources pastorales par des pratiques de gestion durable. C'est un projet, comme je l'ai dit, de recherche-innovation. Donc, qui cherche vraiment l'amélioration de l'accès à la disponibilité des ressources pastorales, l'amélioration et la disponibilité de l'accès à l'aliment bétail et la lutte contre les zoonoses qui sont des maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme et en lien avec la filière lait. Pour la diplomate européenne, le PRISMA est un exemple parfait d'une Team Europe initiative, c'est-à-dire une manière de travailler entre agences et partenaires européens. J'espère donc que ce projet viendra réellement au bénéfice des éleveurs sahéliens et donc de l'économie régionale, qu'il pourra renforcer la conviction que l'UE et ses États membres sont effectivement des partenaires de confiance qui reste aux côtés du peuple sahélien. Ce projet d'une durée de 4 ans est financé par l'Union européenne à hauteur de 6 millions d'euros et une contribution de 495 000 euros de la coopération espagnole, exécutée par 3 agences, à savoir Enabel, Agence belge de développement, et AECID, coopération espagnole, et LuxDev, coopération luxembourgeoise. Ces 3 agents d'exécution travailleront en synergie pour l'atteinte des résultats et des objectifs du projet. Au ministre Keïta de conclure que son département accorde au succès des travaux de cet atelier sous-régional et apporte tout le soutien pour la réussite de ce projet. À suivre, après ce journal, ce soir, l'invité de l'émission Malikoura Tassira, c'est le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, version française à 21h15 et pour le Bambara à 22h. Une émission à suivre sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur nos plateformes digitales. Et par rapport au coup d'État avorté, des communiqués continuent de nous parvenir à la rédaction. Le conseiller général de la tribu Kel Ansar de Tombouctou, la coordination des communautés Idnan et alliés de la région de Tombouctou, l'Union pour la République et la démocratie, le parti Mouvement patriotique panafricain, le parti Initiative pour la refondation du Mali, le parti ADP Maliba, le PRVM Fasoko, le parti NEMA, le Front africain pour le développement, l'APM Maliko, le parti Mouvement pour le Mali, l'Alliance pour la République, le Parti malien pour la démocratie sociale, la Coordination nationale de soutien à la transition, l'Alliance pour une transition réussie, la plateforme Fusil Mali, le Forum des organisations de la société civile, l'Union nationale des chauffeurs de l'administration publique du Mali, la CAFO, le Conseil national de la jeunesse du Mali, la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, Ensemble pour la commune de Sadiola, les membres de l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, tous condamnent la tentative de coup d'État visant à déstabiliser les institutions de la transition et à briser la dynamique de la refondation du Mali. Journée sportive et citoyenne de Badjangara. Elles ont été marquées par des activités de renforcement de capacité des jeunes sur plusieurs thématiques en lien avec les mécanismes de gestion des conflits, de paix, de développement et l'accord d'Alger. Oumar Maïga, Suleiman Tepsouké, correspondance. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, à la tête d'une forte délégation, est allé à la rencontre de la jeunesse de Banyangara à la faveur des journées sportives et citoyennes de l'édition 2022.
Des journées qui s'inscrivent dans la quête permanente du renforcement des capacités des populations et plus particulièrement les jeunes en vue de leur résilience face aux différentes crises. Cette activité qu'est le panel sur les mécanismes de promotion de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble dans la région de Bandiagara et l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali constitue un moment fort des journées de Bandiagara, un moment approprié pour questionner la gestion des conflits dans la tradition de notre terroir et engager des réflexions approfondies sur la contribution de l'accord pour la paix et la réconciliation dans le développement du Mali. Les jeunes venus des cercles de Koro, Bankas et de Bandiagara ont renforcé leurs capacités sur les mécanismes de promotion de la paix, de gestion des conflits dans l'espace de Bandiagara, la paix, le développement et l'accord d'Alger. C'est le défi qui se pose à nous aujourd'hui. Comment montrer aux populations maliennes, partout où elles se trouvent, qu'elles ne sont pas abandonnées? Comment faire en sorte que chaque pan du territoire national où vivent nos populations profite de l'exercice du pouvoir et du bienfait de la présence de l'État? C'est ça le défi. Et je pense que ce défi a été valablement relevé et que la flamme d'espoir née de ces journées de Bandiagara continue à être allumée. La lutte traditionnelle dans l'espace de Bandiagara est une identité culturelle et de brassage de la jeunesse. Elle a enregistré la présence des lutteurs de toute la région avec en toile de fond des prix pour les 4 premiers. Le basketball a opposé les équipes féminines de Koro et de Bankas qui ont réussi des jeux de maillots et de ballons. Les journées sportives et citoyennes ont vécu dans la ville de Nagabanou-Tembeli. Les ministres et la jeunesse dans sa diversité ont bravé l'insécurité et donné un véritable coup d'accélérateur aux activités sportives civiques de la région de Bandiagara. Retour à Bamako, l'Agence nationale de développement des biocarburants et l'IPR-IFRA de Katibougou viennent de formaliser leur partenariat en signant une convention. Les deux structures veulent collaborer pour mettre en œuvre les projets structurants de l'ANADEB à travers la mise en disposition des variétés énergétiques performantes pour la production de biocarburants. Cette convention vise la création d'emplois verts et réduire considérablement le coût des biocarburants au Mali. La cérémonie des signatures avec Boubacar Sissoko, Cette signature de convention entre l'ANADEB, Agence nationale du développement des biocarburants, et l'IPR-IFRA consacre la mise en œuvre de projets structurants de l'agence dans le cadre d'un partenariat visant la recherche de variétés de plantes énergétiques. À travers cette convention de partenariat, l'ANADEB et l'IPR vont mutualiser leurs efforts dans le cadre de la recherche variétale, notamment la production de matériel végétal vitroplan sain et à haut rendement de cultures énergétiques au Mali, canne à sucre, sorgho, manioc, diatropha, etc., pour assurer une disponibilité de matières premières en matière de bioénergie. Ce partenariat doit permettre à l'ANADEB de disposer de variétés performantes pour accroître la production locale d'énergie. Le choix de l'IPR-IFRA pour un tel partenariat se justifie aisément. En effet, l'IPR dispose de plusieurs laboratoires permettant de développer différentes techniques, celles relatives aux bioénergies transférables en milieu paysan. C'est pour cette raison que je me permets de qualifier cette collaboration d'une belle collaboration et promoteuse. Cette collaboration entre ces deux structures publiques participera au développement des énergies renouvelables au Mali. L'IPR peut apporter d'abord la productivité. Donc la productivité sera augmentée. Si la productivité de la matière première augmente, donc on aura beaucoup de biodiesel et beaucoup de bioéthanol. Donc vraiment ça va beaucoup booster vraiment le développement du secteur. Ce projet de développement de biocarburants vise à réduire considérablement le coût du biocarburant. Il permettra aussi la réduction de la pauvreté par la création d'emplois verts. Le ministre de la Santé et du Développement social au centre de santé de référence de la commune 1 du district de Bamako, Barakissa Ouattara, Gaussou Touré ont suivi la visite.
Avec plus de 523 000 habitants en commune 1 du district de Bamako, le CCRF de la commune 1 répond difficilement aux besoins sanitaires de la population. D'unité par unité, la ministre a tenu à visiter tous les recoins du CCRF pour se mettre au parfum. L'exiguïté du centre, l'insuffisance d'unités et des ressources humaines, des soucis d'évacuation sont autant de préoccupations auxquelles le CCRF fait face. Nous n'avons pas assez d'espace pour mener les activités, pour étendre les unités, pour les nouvelles constructions. Et malgré l'équipe de spécialistes qui existe au niveau du CCRF, chacun de ces spécialistes n'arrive pas à déployer pleinement ses capacités. Et nous avons même du matériel qui n'a pas pu être déployé à cause du problème d'espace. Pour offrir le meilleur des plateaux techniques à sa population, le maire de la commune 1 fait de l'extension du CCRF sa priorité. En tant que maire, nous avons promis de leur octroyer des parcelles dans la mesure du possible. Les parcelles contiguës avec le nouveau bâtiment. Comment voir ensemble louer cette parcelle à eux et essayer d'extensifier, améliorer le plateau technique. Et au niveau du département de la santé, toutes les dispositions sont prises pour mettre en œuvre la réforme du système de santé qui prévoit l'érection des CCRF en hôpital. Et aujourd'hui, avec l'accroissement de la population, il va de soi que les besoins aussi sont élevés, donc sont de plus en plus importants. Et surtout, nous avons échangé sur les possibilités d'extension du CCRF de la commune. Autre préoccupation du centre, c'est le remboursement des soins qu'il assure, dont la césarienne occupe une grande partie. Le RAMED est géré par l'ANAM, l'AMO est géré par la CANAM. La CANAM et l'ANAM sont des EPA du sein, donc il faudra mettre cette organisation en place qui va faciliter ensuite le traitement des factures à soumettre au remboursement. Il s'agit là de la première visite officielle de la ministre après des visites inopinées. C'est aussi le début d'une tournée dans les CCRF de Bamako afin de mieux les renforcer pour limiter au maximum les évacuations dans les grands hôpitaux. Et la transition est toute trouvée pour faire le point de ce 18 mai 2022 de la maladie à coronavirus. Nous avons 18 cas positifs, 12 guéris, 0 décès, 86 personnes sont sous traitement. Il faut suivre les mesures de prévention et faites-vous vacciner pour vous protéger et protéger les autres. Partons à Banamba, où le traditionnel mariage collectif aura lieu ce jeudi 19 mai, demain jeudi. Plus de 300 couples vont dire oui devant le maire. À la veille de cet événement culturel majeur, le gouverneur de la région de Koulikoro, en visite à Banamba, a transmis aux sages du cercle les vœux de bonheur et de longévité aux couples au nom des autorités de la transition. Le colonel Lamil Kapori Sanogo n'a pas manqué de saluer cette pratique qui font la fierté de nos us et coutumes. Jules Sambou Sissoko, compte rendu. Le cercle de Banamba s'apprête à vivre un grand événement traditionnel et social le jeudi 19 mai 2022. Il s'agit du mariage collectif. Cette célébration grandiose est également une occasion inouïe de cohésion et de prière pour les nouveaux mariés, mais aussi pour le terroir et le pays. C'est pourquoi le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, s'est rendu ce mardi 17 mai au vestibule des légitimités traditionnelles et religieuses pour transmettre les souhaits de bonne célébration des plus hautes autorités du Mali et solliciter leur bénédiction et prière pour la stabilité et le retour de la paix au Mali. J'ai tenu à rendre visite aux notabilités de Banamba pour leur transmettre les meilleurs vœux de reménage à tous les nouveaux mariés, puisque c'est un moment de communion, des prières également, profiter de l'occasion pour qu'ils fassent des prières pour le Mali. Effectivement, il a été recommandé au lieu de prière pour que les religieux prient pour la stabilité du Mali, pour la paix durable au Mali et pour le bonheur de l'ensemble des Maliens. La visite du gouverneur nous réjouit à double titre parce que le gouverneur est le dépositaire de l'autorité. Quand ils viennent nous rendre visite à la veille, on est très contents, très encouragés. Et c'est pour vous dire que réellement ça devient un événement national qui prend de l'ampleur. Au cours de cette visite, le chef de l'exécutif régional a bien respecté une tradition en offrant de kola et une enveloppe symbolique aux sages de Banamba, une fatia appuyée pour le bon déroulement de l'événement et un Mali de paix a été dite par toute l'assistance.
Sur un tout autre plan, le douanier à la retraite, Mohamed Bassirou Kamara, lance son ouvrage Le journal des douaniers. Le livre retrace sa vie au service de la République afin de permettre à la jeune génération de comprendre les rouages du métier. Compte rendu, Valentin Roger Diallo. Dans cet ouvrage de 175 pages réparti en 7 chapitres, l'auteur retrace sa vie entre l'amertume de la perte de son père et sa vie professionnelle. Mohamed Bassirou Kamara, puisque c'est de lui dont il s'agit, est un inspecteur des douanes de classe exceptionnelle à la retraite. Pour lui, ce récit est une contribution au renforcement de capacités de la jeune génération. Il invite aussi ses collègues de la douane à plus d'union et de solidarité. Mohamed Bassirou Kamara n'a pas manqué d'exhorter les pouvoirs publics, les acteurs politiques et la société civile à repenser la gouvernance du pays. C'est un ouvrage qui parle de tout. C'est à la fois un coup de cœur, mais aussi ma part de vérité sur ce que j'ai vécu. Et ce n'est pas uniquement que la douane. C'est un douanier qui parle, mais ce n'est pas uniquement que la douane. C'est pratiquement tout ce qui a touché ma carrière et qui peut servir pratiquement dans tous les secteurs de développement économique, social, politique et culturel. C'est d'abord faire en sorte que le Malien puisse se retrouver. Il revient à refaire l'homme malien. Il va sans dire qu'après Bassirou Kamara, tous ceux qui à un moment donné de leur parcours syndical ou politique ou professionnel, pour les générations qui viennent, il va falloir prendre le bic et écrire des ouvrages pour la postérité. Bassirou, c'est un malinqué. Le malinqué est caractérisé par ses francs-parler, direct, sans détour. Bassirou est quelqu'un de ce genre. Et comme tel, face à certaines situations, il est la solution. Parce qu'il analysera comme ça se doit. Mohamed Bassirou Kamara est un ancien secrétaire général de la section syndicale des douanes. Il fut aussi vice-président du Conseil économique, social et culturel. On peut donc dire que ce livre est sans doute une belle contribution à l'avènement du Mali courant. Le journal des douaniers dans nos librairies. Donc, à présent, le contenu de ce communiqué sur la montée en puissance des FAMA sur les théâtres d'opération, c'est avec Garibou Pérou. Communiqué numéro 41 de l'État-major général des armées. L'État-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 6 mai 2022, les FAMA ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre les terroristes de plus en plus fébriles comme suit. En zone sud, dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sika, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes responsables des attaques contre les symboles de l'État. Dans les régions de Nara et Koulikoro, la précision des renseignements a orienté les actions dans le cercle de Banamba avec le suivi, l'interception et la désorganisation d'une colonne logistique terroriste entre Toubakoro-Sila, Séméré et Ouleni. Des tirs de mortier et canaux SPG-9 dans une forêt refuge terroriste. L'échec de l'infiltration et de l'attaque d'une position FAMA à Banamba avec l'interpellation d'un terroriste précurseur, membre d'un groupe de 4 terroristes. Le bilan de ces actions fait état de côté terroriste, 12 terroristes neutralisés, 7 terroristes interpellés, 12 motos, des bidons d'essence et du matériel de guerre saisis. Côté FAMA, 2 blessés légers. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, les opérations de routine de sécurisation des personnes et leurs biens, de même que la protection des forces se sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Menanka et la zone de Gossi, dans laquelle localité les FAMA ont réagi vigoureusement à des tirs de terroristes armés de mitrailleuses PKM et AK-47. Suite à des menaces sur les populations civiles, des vols de réassurance ont été conduits dans le secteur de Gossi, Djebok, Andermalen et Ansongo. La précision des renseignements a permis à Gao l'interpellation d'un terroriste, Hassan Di Abou Mokhtar, impliqué dans plusieurs attaques terroristes, notamment les 3 attaques contre les FAMA à Tessit, de même que l'arrestation des suspects Mohamed Ag Moha et Hadam Ag Hanaha en position de matériel de guerre, 2 PKM, 12 chargeurs et un maillon garni, y compris des habits et une somme de 2 734 000 francs CFA.
collectif. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, un groupement tactique interarmes a reçu une percée dans le sanctuaire terroriste du cercle de Bankas sur l'axe Timissa-Ségué-Bankas avec la réduction d'éléments isolés et la récupération de 10 motos abandonnées par les terroristes. L'exploitation des renseignements sûrs dans différentes zones de la région de Ségou, y compris des forêts, a fait 20 terroristes neutralisés, y compris des combattants, des poseurs d'engins explosifs improvisés et des guetteurs. 5 suspects interpellés, 10 engins explosifs improvisés détruits, 3 AK-47, 3 chargeurs, un support de mitrailleuse 12-7, 14 téléphones portables, 13 motos, un groupe électrogène, un appareil de soudure, un tricycle, 4 panneaux solaires, 5 batteries récupérées. La base de Doula et un laboratoire d'engins explosifs improvisés dans la forêt de Djidjan ont été détruits. Dans le cercle de Djéné, les femmes dans la recherche des terroristes responsables des récentes exactions contre les populations ont consolidé leur réorganisation dans la zone suite à la réaction contre la double attaque complexe d'engins explosifs improvisés avec le bilan de 4 morts au combat, 10 blessés et d'importants dégâts matériels. Les multiples accrochages à l'est de Djéné ont fait 4 donceaux neutralisés, 2 blessés à Niala, 15 terroristes neutralisés, 17 motos détruites et d'importants matériels militaires récupérés. Une base terroriste entre Tchekobougou et Oua détruite. Dans la région de Douanza, sur la base de renseignements, des frappes aériennes ont ciblé 2 camps d'entraînement du terroriste Abou Mahama, suivi des ratissages des forces terrestres dans la forêt de Flasséré, secteur de Douna, faisant 29 terroristes neutralisés, dont 17 combattants et 12 jeunes recrues, y compris des enfants soldats en formation. 30 terroristes blessés, dont certains très graves, acheminés en soins dans 2 localités sur la ligne frontalière. 37 AK-47, 12 obus, 23 motos, 3 caisses de munitions, 2 véhicules, 12 talkie-walkie détruits. Dans la poursuite des reconnaissances offensives, la patrouille et la fouille des forces terrestres à Douna ont fait 10 terroristes neutralisés à la sortie du village, 3 AK-47, 2 carabines chinoises et 5 fusils de chasse récupérés. Dans le secteur de Boni, des actions ciblées ont visé un groupe de 5 terroristes, dont 2 importants chefs en cours d'identification par les services spécialisés. L'état-major général des armées s'incline devant la mémoire des morts, présente ses condoléances aux familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rappelle que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite de ces opérations. Grand merci à nos téléspectateurs de Banamba. Banamba qui est en fête demain, jeudi, avec le mariage collectif de plus de 300 couples. Sur ce, prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain, 20h, j'espère. Bonsoir à tous.